À la suite des 30-31 mai et 7 juin, on a constaté des dégâts énormes au niveau du département 62, puisque dans les secteurs audomarois, du Béthunois, mais aussi dans le Haut-Pays, des parcelles de légumes et aussi bien des pâtures ont été impactées par de l'eau qui a stagné un peu plus de 48 heures. Il faut quand même se souvenir qu'il est tombé un peu plus de 100-110 mm à certains endroits. Ces intempéries ont eu des conséquences énormes sur des productions, aussi bien les cultures légumières comme le chou-fleur, le chou, les légumes de plein champ en général, mais également sur les fourrages pour les éleveurs et puis donc avec des dégâts importants aussi au niveau des prairies. Très vite, la Fédé est intervenue en commençant par alerter les pouvoirs publics et notamment la DTTM afin qu'un constat sur le terrain soit fait. Dans un premier temps, au niveau de la Fédé, a été élaboré un questionnaire qui a été diffusé au niveau des agriculteurs du département pour avoir un retour immédiat des dégâts, toute culture confondue, tous dégâts confondus. Donc une première mission d'enquête a eu lieu fin juin, début juillet, dans le Ternois, le Boulonnais, le Haut-Pays, le Béthunois et l'Audomarois, pour évaluer les pertes, pour déterminer quels étaient les dégâts et surtout repérer les zones sinistrées. La FDSE a insisté pour une deuxième mission d'enquête qui s'est donc tenue au mois d'octobre et qui avait pour but d'affiner les chiffres. Ces deux missions d'enquête ont permis une reconnaissance au titre de calamité agricole, ce qui a amené à reconnaître plus de 700 communes en termes de pertes de production et plus de 150 communes au titre de pertes de fourrage. Le travail conjoint de la FDSEA et de la DDTM a permis de débloquer une enveloppe de 5 millions d'euros afin d'indemniser les agriculteurs du Pas-de-Calais. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, la FDSEA a mis en place un accompagnement des agriculteurs pour les aider donc à remplir leur dossier de demande d'indemnisation par le biais d'un site Télécalam. En septembre 2016, l'arrêté qui régule l'application des produits phyto dans nos parcelles a été abrogé par le ministère de l'Environnement. C'était un arrêté de 2006 qui nous permettait un certain nombre de critères pour pouvoir appliquer les produits phyto dans nos cultures. Cet arrêté a donc été abrogé et c'était l'occasion donc pour le ministère de l'Environnement de charger à nouveau la mule. C'est-à-dire, on a voulu d'emblée nous augmenter une fois de plus la réglementation pour par exemple nous interdire des lieux sensibles qui pourraient être une salle des fêtes ou des maisons d'habitation ou encore de la forêt, des cours d'eau, nous dire vous allez encore devoir reculer davantage sur vos zones de non-traitement, c'est-à-dire 20, 30 mètres, 50 mètres, sans qu'on ait vraiment une définition déjà d'une part des lieux sensibles, que de suite on a voulu interpeller la préfecture en préparant un dossier pour dire l'impact que ça pouvait avoir lieu dans nos départements. Ça a été fait dans le Pas-de-Calais mais dans l'ensemble des départements de France avec un travail de la FNSEA très important. Chez nous c'était plus de 100 000 hectares qui ont pu être retirés de la production. C'était impensable. La forte mobilisation de notre réseau par différentes actions et surtout le fait de montrer que économiquement c'était impossible pour notre agriculture départementale ou française de supporter de telles réglementations supplémentaires et surtout qu'on est dans nos démarches respectueux de l'environnement, on fait attention à comment on utilise les produits de traitement, on a mis en place des bandes enherbées, on a des haies, on fait attention aux horaires, au moment où il y a des enfants dans l'école, on évite quand même d'aller faire des traitements. On fait attention au bon voisinage. Finalement, on est arrivé avec toute notre mobilisation à revenir sur un arrêté à peu près similaire à celui de 2006. En fait, l'arrêté imaginé par le ministère de l'Environnement au départ aurait conduit à abandonner ces parcelles dans l'environnement où elles se trouvent.
Notre précédent président était monsieur Alouchery qui est parti en retraite et donc il m'a proposé la place et je n'ai pas refusé parce que j'estime qu'il faut maintenir ce lien avec la FDSEA pour garder une puissance syndicale forte, aider dans les combats de tous les jours. Notre syndicat local fonctionne par l'intermédiaire du canton d'Aire-sur-la-Lys qui nous transmet les informations que je diffuse et que je complète. Alors, en tant que président local, je pense qu'être homme ou femme n'a pas vraiment d'incidence. Je pense que les femmes sont peut-être un petit peu plus diplomates que les hommes, savent peut-être aborder les questions un petit peu différemment et rentrer moins vite dans le sujet, ça veut contourner un peu plus les choses. Être une femme dans le monde agricole, ça m'a posé des problèmes, oui et non, on va dire. C'est vrai quand même quand on est une femme agricultrice, on nous regarde un petit peu en disant, surtout que je suis pas du milieu agricole, je suis du milieu extérieur, donc ça faisait un peu beaucoup. Mais bon, j'ai une force de caractère qui fait que ça m'a pas empêché d'avancer, bien au contraire. Et après au niveau du syndicalisme, non, ça n'a pas vraiment d'incidence. Je pense que Jean-Marie m'a choisi parce que avec les soucis que j'ai eus, il connaît ma force de caractère et il sait que je peux mener cette mission correctement, je pense. S'il n'y a plus de syndicats demain, les agriculteurs font comment? C'est une très bonne question. Je pense que moi, personnellement, le syndicalisme a été très important dans l'expérience que j'ai pu avoir suite à mon projet, qui était un projet qui était très compliqué et sans le soutien de la FDSEA, je ne pense pas que mentalement j'aurais tenu. J'ai beaucoup de représentants locaux qui m'ont soutenu par téléphone, par leurs visites quotidiennes. Donc mon rôle de présidente locale, oui, me permet de rendre un peu la monnaie de la pièce. Lors des problèmes que j'ai pu rencontrer pour la réalisation de mon projet, les présidents locaux m'ont été d'une grande aide. J'estime qu'aujourd'hui, il est important que si demain un autre agriculteur veut constituer un projet plus ou moins important ou d'autres choses, il soit soutenu et qu'on reste tous soudés pour que les choses avancent et qu'on ne soit pas toujours contraint à des associations qui veulent freiner les choses. Ça va être le futur canal Seine-Nord et donc je pense que le syndicalisme a un grand rôle à apporter en soutien des agriculteurs. Donc en tant que président de canton, j'espère apporter un peu de lien entre tous les agriculteurs parce que vous savez que la société est de plus en plus individualiste et puis il y a beaucoup de rôles à jouer. Je pense surtout au canal Seine-Nord, un des plus grands projets de la région, le projet Hauts-de-France, tout ce qui concerne les expropriations, le remembrement. Et d'ailleurs il y a un spécialiste chez nous qui s'appelle Philippe Truffaut qui sera de grande utilité pour la Fédé et pour les agriculteurs. Donc je pense que Philippe va être référent, qu'il a un grand rôle à jouer pour pas qu'on se fasse entre guillemets avoir et qu'on soit sûr de ce qui se passe réellement sur le terrain et que chaque adhérent soit au courant de tout. Le rôle d'un président cantonal que je pourrais amener, c'est d'essayer que tous les adhérents, on ait l'information comme tout le monde. Il faudrait qu'on soit plus réactif sur toutes les informations. Il y a des moyens maintenant super faciles. Il faut qu'on soit vraiment réactif sur tous les sujets. Des fois dans le monde agricole, on est un peu sur les sujets un peu pointus, on n'est pas bien au courant. Et je pense que il manque un peu de proximité avec les adhérents, mais tous les adhérents. Parce que c'est eux qui sont encore du projet ou du problème. Mais je pense qu'on peut être un très bon syndicaliste à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans. Il n'y a pas d'âge, c'est d'aimer son métier et vouloir défendre les autres. Et pas de penser à son intérêt propre. Je pense à Karel Le Saff, forcément, qui a été jeune agriculteur. Lui, il a continué dans sa lignée. Je suis admiratif du travail qu'il peut faire pour l'intérêt des agriculteurs. Pierre Henbick, c'est pareil. Et pourtant, c'est un très bon président de Fédé. Je pense qu'il n'y a pas de relation sur le fond entre jeunes et vieux. Et après, il faut faire un mix entre ce que proposent les jeunes, ce que veut la Fédé, ce que veulent les gens de la Fédé. La défense du métier d'agriculteur est un point commun entre les JA et la Fédé. On travaille tous avec les mêmes animaux, la même terre, les mêmes réglementations. Donc qu'on soit JA ou qu'on soit Fédé, il faut défendre le métier d'agriculteur. On n'a forcément pas les mêmes attentes. Après, il faut faire avec les textes, les lois. Mais je pense qu'il n'y a pas de différenciation entre un jeune agriculteur qui est engagé syndicalement et quelqu'un qui est à la Fédé, qui a 30 ans ou qui a 60 ans. Et c'est pour ça que je félicite tous ceux qui sont impliqués pour défendre l'ensemble des agriculteurs.
Avant, sur le mode de calcul, on était sur une référence individuelle. Donc sur une exploitation, on avait un nombre d'hectares qui était notre ration individuelle. On savait qu'on avait autant d'hectares de prairies permanentes, voilà, au niveau d'exploitation. On a fait un ratio sur l'ensemble des Hauts-de-France. Nous, on avait une politique au niveau départemental qui était d'interdire de labourer les prairies sauf autorisation de la DDTM sur des zones vulnérables, sur une région Hauts-de-France où on n'a pas les mêmes règles dans chaque département. Donc nous, on a été très impacté là-dessus parce que nous on avait fait comme il fallait et avec les services de l'État en plus, et aujourd'hui on redit ah ben non, finalement c'est pas comme ça qu'il faut voir, c'est autrement, alors qu'on l'avait fait bien comme il fallait au début. C'est ça le hic. Suite à la nouvelle réforme de la PAC, le ratio individuel des prairies permanentes a disparu. Donc un nouveau mode de calcul a été établi, donc c'est le ratio Hauts-de-France qui a été mis en place. Donc, après calcul, il s'est élevé à 6,2%. Donc obligation de réimplanter les prairies permanentes qui ont été labourées ou supprimées. Ensuite, suite aux actions de la Fédé, actions au tribunal, devant les DDTM et rencontres avec les services des DDTM, le ratio a été revu à la baisse et est passé de 4,1. Ce qui a été très bénéfique pour les agriculteurs. Plus l'obligation de réimplanter les prairies, et ça a débloqué tout ce qui était transfert de prairies et aussi tout ce qui était remembrement sur notre région. Puis en 2017, un nouveau calcul sera établi, plus précis normalement. Donc par rapport à ce ratio, l'État relancera les autorisations et les transferts de prairies à condition qu'il y ait une demande et qu'elle soit acceptée par les DTM. Si l'agriculteur ne fait pas cette demande d'autorisation pour retourner ou transférer des prairies, le syndicat ne pourra pas défendre. Il sera dans l'obligation de réimplanter. Le travail syndical à payer parce qu'en fait, quand vous recevez un courrier de la DTM et qu'on vous impose de réimplanter des prairies alors que c'est pas du tout pris en compte au niveau de l'assolement et tout ça, aujourd'hui on sait qu'on n'est plus obligé de les réimplanter. Et on peut remercier la Fédé d'avoir fait ces actions syndicales parce qu'au moins on a pu continuer notre assolement comme il était prévu. Suite à la formation de la Fédé, schéma régional de cohérence écologique. En fait, pour nous tous, c'est du baratin. C'est 4 pages d'abréviation, sans jamais avoir demandé ni aux propriétaires ni aux locataires qu'on s'approprie son terrain ou classer son terrain. Veiller à ce qui se passe chez soi et puis aller voir les documents d'urbanisme. Parce que dernièrement, on a découvert qu'on nous avait mis des zones humides. Alors, il ne faut pas être contre, mais pas n'importe où. Il faut qu'on puisse encore travailler et pouvoir mettre un poulailler demain, mettre un bâtiment de stockage, faire attention, très attention aux codifications du territoire. On se retrouve avec des zones N, des zones naturelles où on ne peut plus rien faire. J'essaie de participer dans ma commune avec l'élaboration du PLUI pour justement que ce soit le moins pénalisant possible pour les agriculteurs. Les contraintes sont, personnellement, c'était 3 ans pour faire un bâtiment de stockage. Paperasse, contraintes, en général c'est un peu ça le mot SRCE. Après il n'y a pas que des contraintes, il y a aussi quelques avantages. Au niveau du bâtiment c'était simple, le PLUI nous disait on avait le droit de bâtir à 10 mètres du bord de la route. Donc on a fini par aboutir au bout de 3 ans, pas pour la déco du paysage et pour travailler. Vous pouvez constater déjà le nombre de haies qu'il y a sur le territoire. Suite aux plusieurs événements d'inondation et de ruissellement qu'on a eu dans la vallée de la Hemme, on a pu participer sur la commune. On a implanté pratiquement 3 km de haies et une centaine de mètres de fascines. Donc je pense que c'est un des atouts aussi des mesures qui sont prises. Donc on rentre dans le cadre, il faut accompagner ce projet-là et ça permet d'éviter le ruissellement, limiter l'érosion et l'intégration des bâtiments, des corps de ferme dans le paysage. On a des atouts, donc les atouts, on représente 66% du territoire, donc je pense qu'il ne faut pas inverser les rôles, nous prendre d'abord comme acteurs et non comme personnes qui devront subir les conséquences des décisions qui sont prises. Je pense que toute élaboration des dossiers devrait se faire avec le monde agricole. Si on veut gagner du temps dans les démarches, pour moi c'est incontournable. Alors, nous sommes ici à Sec, canton de Limbre, entre Limbre et Saint-Omer. Un secteur concerné par le plan de relance autoroutier décidé par notre ancien gouvernement.
Ce dossier se divise en deux parties. Une première partie qui concerne une sortie de la RN 42 pour desservir la ville de Limbre, et une seconde partie qui est ici un barreau autoroutier pour relier la 26 à la RN 42. C'est surtout cette seconde partie qui nous pose problème au niveau agriculteur. On parle ici d'une emprise de 25 à 30 hectares, un coût moyen des travaux de 60 millions d'euros, pour un gain de temps pour l'usager d'1 minute 30. Surtout que ce projet est à nos yeux complètement inutile pour éviter une route où il n'y a jamais un accident, jamais un bouchon. Éventuellement le seul bouchon qu'il y a, c'est quand les forces de l'ordre font un contrôle. Il y a une dizaine d'années, il y a eu déjà une emprise de terre concernant une zone artisanale. Moi j'ai une réelle question, c'est aujourd'hui que fait-on des agriculteurs du secteur? Est-ce qu'on les envoie directement à l'NPE, on leur dit d'arrêter toute activité? On a eu une réunion avec la SANEF et le sous-préfet qui n'a abouti à rien. J'ai eu plusieurs rencontres avec les maires concernés par ce projet et tous me disent qu'ils sont contre. En plus de l'emprise foncière, il va y avoir une emprise de bois, donc une double peine pour nous les agriculteurs, puisque chaque hectare pris doit être replanté avec une multiplication de 4 de la superficie prise. Concernant ce projet, on essaye de sensibiliser le plus possible les élus concernant l'emprise foncière de terres agricoles. On a beau sensibiliser les élus tout le temps, on n'a pas l'impression qu'ils prennent conscience que la terre agricole n'est pas un bien inépuisable. On parle d'environ 3000 hectares d'emprise tous les ans pour la région Nord-Pas-de-Calais. Il va falloir prendre conscience que ceci ne peut pas durer comme cela.